Russie et d'Ukraine, mais aussi de la guerre derrière la guerre, celle que subissent les Arméniens, dont vous revenez très précisément. Votre regard sur cette déclaration tellement incroyable, où on voit à quel point l'escalade des mots est montée avec l'explosion du pont de Crimée et ce président russe qui est forcé de réagir d'une manière ou d'une autre. Oui, il est forcé par la raison que cette guerre est devenue aussi une guerre de la communication, une guerre du récit. D'ailleurs, les récits s'opposent. On a l'impression finalement que la communication n'est même plus possible, puisque nous sommes rentrés dans une dimension tout à fait irrationnelle du commentaire sur la guerre, avec deux considérations des événements qui s'opposent, comme si les belligérants ne voyaient pas la même chose, ne vivaient pas la même chose et restaient campés sur des positions qui paraissent aux uns et aux autres irrationnelles. Ce personnage, Vladimir Poutine, comment est-ce que vous le comprenez ? Mais je crois que c'est un personnage qui s'inscrit dans une chronologie. On ne peut pas distinguer Enfin, il faut précisément distinguer les mutations de Vladimir Poutine. Le Poutine de décembre 1999 qui est arrivé dans une Russie exsangue et il faut quand même le dire, qui a contribué à tenter de rétablir la place de la Russie sur l'échiquier planétaire, n'est pas le même que le Poutine de 2010, n'est pas le même que le Poutine qui a subi Maïdan, n'est pas le même que le Poutine qui a agressé l'Ukraine. Est-ce qu'il est devenu, certains ont utilisé ce mot de fasciste, plus couramment on dit nationaliste, ultranationaliste, discours qu'il a tenu il y a quelques jours contre l'Occident, avec une forme de rage qui effectivement est différente du ton qu'il avait il y a quelques années encore, y compris dans la forme. Oui, alors les étiquetages, moi je me garde, qui suis-je pour mettre des étiquettes? Je ne suis pas un entomologiste, donc je ne traite pas des questions de géopolitique comme quelqu'un qui s'intéresse aux insectes en piquetant avec une épingle et en mettant une étiquette. Je ne sais pas si ça fait beaucoup avancer les choses de l'affubler de ce genre de termes. Lui-même d'ailleurs utilise cette même propagande et ce même recours sémantique à ce qui semble aujourd'hui ne plus composer que la seule manière de réfléchir, c'est-à-dire de dire qui est fasciste et qui ne l'est pas. Non, je crois qu'il y a une sorte de rejet profond, et je le déplore d'ailleurs, parce que l'amour que j'ai toujours, que je conserve toujours pour la culture russe, pour sa grandeur, pour sa douleur, pour son immensité géographique et historique, le déplore. Mais je crois que maintenant, il y a une fracture profonde qui est quasi métaphysique entre la part occidentale de l'Europe et sa part orientale. Et je le déplore car il y aurait eu la possibilité d'une espèce d'amitié, de fraternité du continent eurasiatique. Sylvain Tesson, restez avec nous. On va vous entendre là-dessus. On va vous entendre sur ce dont la Russie est capable de faire. On va vous entendre sur le conflit dans le Haut-Karabakh et sur ce que subissent actuellement les Arméniens. Vous en avez été très directement témoin. Avant de vous quitter, Général, votre regard, vous aussi, sur Vladimir Poutine en tant que personne. Il y a ce débat toujours, est-ce que les individus font l'histoire? Là, on a un individu, vraiment, qui décidera notamment de l'arme nucléaire. Comment vous le regardez-vous en tant que personne, là, dans cette déclaration qu'il a faite? Eh bien, il est rare que dans l'histoire, une personne ait eu un rôle aussi important, aussi critique pour l'humanité, avec aussi peu de valeur et aussi peu de respect de l'humain. Et c'est de ça qu'il tombera. Merci beaucoup, mon général. On poursuit la discussion avec vous, Sylvain Tesson. Vous êtes un témoin très intéressant dans cette guerre d'Ukraine. D'abord parce que vous revenez, je le dis, du Haut-Karabakh, mais aussi votre regard sur la Russie. Vous êtes un amoureux de la Russie. Il faut vous lire notamment Bérésina, qui est un livre si beau, un certain nombre de carnets de voyage où on voit à quel point vous aimez la Russie. Est-ce qu'il y a eu chez vous une forme de mea culpa? Vous avez été souvent plus que compréhensif avec la Russie, mais même avec la Russie de Vladimir Poutine. Oui, Vladimir Poutine, en décembre 1999, quand il est arrivé au pouvoir, a hérité d'un pays qui était délabré et économiquement très affaibli. Et finalement, la faiblesse du pays arrangeait les affaires de l'Europe de l'Ouest. Et encore une fois, on ne peut pas considérer que ce soit le même homme. Il y a des changements, il y a des métamorphoses dans les hommes, il y a des enfermements probablement, il y a les erreurs, il y a les trébuchements, il y a les chutes. Vers laquelle, effectivement, tous les événements semblent le conduire. Oui, j'ai fait partie de ceux qui se félicitaient de
d'une reprise en main par elle-même de la Russie. Peut-être me suis-je trompé, je veux bien d'ailleurs l'avouer, de toute façon, nous ne sommes pas là dans un prétoire. Et puis, on ne juge pas les grands événements terrifiants de l'histoire et les grandes tectoniques des temps à l'aune de son petit positionnement moral, quoi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pourtant, Sylvain Tesson, ça n'était pas que vous, c'était peut-être nous, quand je dis nous, une partie des opinions occidentales, très largement, qui avait une forme de fascination, parfois trouble, pour Vladimir Poutine, pour l'autorité, pour le pouvoir. Je vous entendais dire parfois, arrêtons de penser que le monde entier va devenir social-démocrate suédois. C'était souvent votre exemple. Est-ce que là, vous et beaucoup d'autres se sont trompés ? C'est-à-dire qu'il a représenté pendant un moment une forme de figure archétypique qui incarnait pour un certain nombre pour mon cas de voyageurs, pour d'autres de penseurs, d'écrivains, de russisants, c'est-à-dire de personnes qui aiment la langue russe et sa culture. Il représentait une sorte d'opposition à la grande mutation de déconstruction cyber-économique qui, par ailleurs, redessine un autre ordre du monde. Alors, peut-être avons-nous été un peu rapides en trouvant qu'il était utile d'avoir une sorte de figure symbolique de cette opposition à la grande mutation cybermercantile. Et puis, à un moment, quelque chose s'est passé et il est rentré dans ce que nous connaissons, qui est effroyable, qui ne peut pas avoir de défenseur. Il est devenu un agresseur, car le temps n'est absolument plus aujourd'hui à la nuance. On ne peut plus expliquer les motifs géopolitiques qui expliqueraient qu'il y a peut-être de bonnes raisons dans l'agression de l'Ukraine. Il y a un agressé, il y a un agresseur. Et à ce moment-là, la discussion s'arrête. Vous êtes un témoin culturel de ce qu'est la Russie. Je recommande, je le disais en particulier, Bérésina. C'est un livre où vous expliquez le fantasme d'assiéger des Russes, de beaucoup de Russes qui, depuis la guerre, on parlait de Napoléon tout à l'heure, déjà depuis 1812, depuis Borodino, depuis cette époque-là, ont le sentiment qu'ils sont en guerre contre l'Europe de l'Ouest. Vous allez voir le monument commémoratif de Borodino et vous racontez, je crois, cette inscription où c'est marqué « Nous avons combattu seuls contre l'Europe ». Oui, bizarrement, l'immensité les enferme et cette espèce d'impossibilité d'accéder aux mers a créé probablement une sorte de continentalité de l'esprit qui est à la fois une force parce que le gigantisme géographique donne une force, mais une faiblesse parce qu'on peut être enfermé dans l'immense. L'accès aux mers chaudes, vous dites à quel point dans leur imaginaire c'est très très puissant. C'est pas seulement un préjugé, effectivement, et on le voit en ce moment avec ce qui se passe. La Crimée, c'est ça. C'est aussi l'accès à la mer chaude qui est une obsession chez eux depuis Catherine II et bien avant. Bien sûr, c'est qu'à un moment l'espace immense, l'horizon devient un cachot, quoi. Quand on n'a pas un débouché maritime, on joue avec des cartes beaucoup moins importantes sur le grand jeu planétaire. Alors la possibilité de sortir de l'immensité est évidemment quelque chose de très fort chez eux. Enfin, c'est ce que moi je remarque avec ma seule légitimité d'une sensibilité de voyageur. L'idée de conquête, il y a ce moment incroyable où Molotov, le ministre russe des Affaires étrangères, va à Berlin. C'est le moment où les hitlériens et les staliniens sont alliés, provisoirement. Et puis Hitler leur dit, mais allez plutôt du côté de l'Inde, etc., laissez-nous l'Europe. Ces pays dont les frontières ne sont pas si définies, qui sont tentés quand même de s'étendre. Oui. Oui. Et il me semble, moi, que l'une des grandes explications de ce que nous vivons là, c'est que il y a chez les Russes le sentiment d'une espèce de nécessité d'une destinée qui leur appartient, un destin manifeste, qui les pousse à offrir au monde une voie, une proposition, une considération, un discours sur le monde qui n'appartient qu'à eux et qui n'emprunte ni à l'Occident et ni vraiment à l'Asie, mais qui est quelque chose de tout à fait spécifique. Et la conjugaison de ce sentiment de spécificité avec cette immensité enfermée produit ce que nous connaissons. Est-ce que nous sommes en train de découvrir une chose que vous avez souvent décrite si bien, qui est simplement le nationalisme? On pensait que ce mot de nationalisme appartenait en grande partie au passé. Il nous éclate à la figure. Oui, enfin, je crois que la question d'essayer de comprendre les enseignements philosophiques de cette guerre est trop complexe pour pouvoir
la résumer en quelques mots. Je crois qu'en tout cas, s'il y a un sentiment national qui est né, c'est en Ukraine qu'il faut le voir. Alors on peut le voir négativement dans l'expansionnisme russe qui a conduit à l'invasion de l'Ukraine, et puis on peut le voir positivement, c'est mon cas d'ailleurs, en se rendant compte qu'une agression crée une union sacrée avec un sentiment patriotique, avec le sentiment d'une identité culturelle, historique. C'est ce que les Ukrainiens, tout à coup, se sont sentis investis de ce sentiment-là. Et ces mots qui, il y a encore 6 mois, étaient tout à fait réprimandés dans les démocraties occidentales, sont devenus aujourd'hui des instruments de la résistance ukrainienne que nous applaudissons. Eh bien, de ce retournement de la considération pour ses vertus, moi, je me félicite. Est-ce que vous admirez cela, effectivement, de la même façon que les conquêtes de Napoléon, le colonialisme de Napoléon a créé le sentiment national allemand? Il y a un sentiment ukrainien si fort qui se réveille encore plus après cette guerre, dans cette guerre. Oui, le sentiment patriotique naît souvent d'une agression. C'est-à-dire que le phénomène de l'union sacrée, quand l'ennemi pointe à l'horizon, est un phénomène historique qui a été très courant et que Napoléon a d'ailleurs, même chez les Russes, Napoléon a créé le sentiment patriotique chez les Russes. Et puis, par une espèce d'effet de l'éternel retour de l'histoire, c'est aujourd'hui les Russes qui le créent en Ukraine. Aujourd'hui, vous revenez d'un conflit majeur. On n'en parle pas assez, mais en réalité, tout est lié. On voit à quel point toutes les puissances, en ce moment, sont en train de tenter de jouer leurs cartes. Les démocraties aussi, qui ont leurs intérêts, les Américains, les Européens, la Turquie, vous allez nous en parler, qui joue un rôle très important. La Russie, évidemment, qui est l'agresseur. Qu'est-ce qui se passe actuellement qu'on ne voit pas ou qu'on voit trop peu dans cette région-là du monde dont vous revenez? Il se passe un événement qui est à la fois épouvantable, qui est une menace effroyable et qui provoque paradoxalement un silence en Europe qui est tout à fait condamnable. Il se passe tout simplement que l'Arménie, le petit pays arménien, est menacé de disparaître. Depuis le génocide arménien en 1915 qui a été perpétré par les Turcs, à partir de 1915, l'Arménie a vu son territoire se réduire à une portion congrue. Et depuis, l'Arménie vit les agressions permanentes de toute la part du monde turc qui l'entoure. L'Arménie, c'est ce tout petit pays de montagne qui se trouve flanqué de l'Anatolie à l'ouest, de la mer Caspienne à l'est et de l'Iran, de la Perse au sud. Et la part turque de cette géographie qui l'environne l'a toujours agressé. En 2020, il y a eu une guerre de 44 jours menée par les Azéris sur une enclave, un petit territoire arménien qui s'appelle le Haut-Karabakh et qui a vu pendant 44 jours la mort de 4000 soldats arméniens. Et il y a quelques jours, le 13 et le 14 septembre de cette année 2022, les Azéris ont recommencé leurs attaques et ont soustrait 50 km² du pays arménien, souverain, en quelques jours de bombardement. Regardons la carte, effectivement. Ici, il y a l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Quel est le rôle que joue en arrière-fond la Turquie et en particulier M. Erdogan? On voit bien à quel point il est omniprésent. C'est lui qui rencontre Vladimir Poutine. C'est lui qui fait attendre Vladimir Poutine même. C'est lui qui rencontre le président Zelensky. Il est partout. Mais en fait, il y a un projet profond est profondément inscrit aujourd'hui dans la pensée, dans la psyché turque et azérie, exprimé par les présidents Erdogan et Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, qui est le projet du retour à la Grande Turquie, au grand empire ottoman, celui qui allait du Bosphore jusqu'aux steppes de la Mongolie. Il y a ce rêve, il y a ce fantasme, on peut l'appeler le fantasme du panturquisme. Lui est porté par le nationalisme, par l'islamisme. Ce sont des instruments de l'espèce d'expansion rêvée de la Turquie. Et l'Arménie est embêtante, parce que c'est une espèce de verrou qui empêche cette espèce de rêve et de fantasme de grand retour à la diagonale turque. Alors le projet, c'est de faire disparaître l'Arménie. Dans la grande série des illusions occidentales, est-ce qu'il en est un exemple? On se rappelle l'époque où les Occidentaux disaient c'est une sorte de démocrate chrétien à la manière de l'islam. Il va se modérer, il est un peu islamiste, mais enfin il va se modérer. La volonté de puissance turque est toujours là en tout cas. Mais non seulement elle est toujours là, mais elle est même exprimée. Erdogan et Aliyev multiplient
des interventions pour expliquer que le travail du génocide de 1915 sera un jour terminé et que l'Arménie disparaîtra de la carte. Là, je ne fais que plagier les provocations et les rodomontades qu'on entend souvent de la bouche d'Aliyev et de Erdogan. Or, si je peux me permettre, moi, je considère que l'Arménie n'est pas tout à fait un territoire comme les autres. Parce qu'il faut parler des menaces qui pèsent sur elle, mais il faut parler aussi de sa nature. L'Arménie, si elle disparaît, on ne pourra pas considérer que c'est un requiem de plus dans le jeu et le concert des nations et une larme qui coule. Ça n'est pas uniquement ça. Pour moi, l'Arménie a quelque chose d'européen. C'est une forme d'ombre projetée sur le seuil de l'Orient par le soleil, quoi. Il y a quelque chose de profondément qui nous lie spirituellement parce que c'est un pays chrétien, politiquement parce que c'est une démocratie, historiquement parce que nous avons des liens avec l'Arménie depuis des milliers d'années, artistiquement parce que nous connaissons ce que l'Arménie a produit et a offert à l'humanité. Et pour toutes ces raisons-là, moi je considère que la France a un devoir de considérer que cette menace qui pèse sur le pays est odieuse. Le rôle de l'Arménie comme pays chrétien, les chrétiens d'Orient, cette fameuse expression en fait qui est un peu large, c'est en Égypte, dans beaucoup de pays musulmans actuellement, en Arménie même, les minorités chrétiennes, parfois sont des majorités quand le pays même est chrétien, mais qui sont menacées à très grande échelle. Oui, enfin, c'est pas une minorité en Arménie. L'Arménie est un pays chrétien, c'est même le premier royaume chrétien de l'histoire. Alors, c'est pas rien, on peut pas appeler ça une minorité. Quand la totalité du pays est chrétienne, on n'appelle pas ça une minorité. Et l'Arménie est un pays chrétien qui se trouve entouré de pays qui ne le sont pas, la Turquie musulmane, l'Azerbaïdjan chiite, la Turquie sunnite, et qui multiplient leurs attaques avec le recours, d'ailleurs, à l'expression et au discours de la conquête de l'islam. Moi, je ne veux pas verser dans les considérations géopolitiques à la simple vision de la dialectique du choc des civilisations. Je sais bien que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, mais c'est ce recours à la progression du croissant sur les territoires de la croix, ce recours à ces expressions-là, à cette dialectique, à cette sémantique, il est utilisé par les présidents Erdogan et Aliyev, qui ont vu une possibilité d'exciter, de justifier et de légitimer leurs agressions. Si on reste un instant à Erdogan, qu'est-ce qu'il représente selon vous? On a Vladimir Poutine, l'homme fort de Russie, Erdogan, l'homme fort de Turquie. Est-ce que Erdogan, selon vous, est un risque pour l'Europe? Je ne crois pas que ça soit selon moi. Je crois que Erdogan est un risque pour l'Europe. D'abord, c'est l'homme. La Turquie est à la fois en ce moment l'homme fort, l'homme malade, comme disait l'expression. Oui, on disait l'homme malade, tout sauf malade. Ils sont très habiles, cela dit. Mais objectivement, les Turcs sont très habiles. Ils sont partout, ils discutent avec tout le monde, ils sont dans l'OTAN. Et en même temps, ils traitent avec Zelensky, et en même temps, ils traitent avec Poutine. Ils sont en très bonne santé économique. Et on peut tout à fait déplorer, pour les raisons que je viens d'énumérer, qui sont les raisons des liens du cœur qui nous lient à l'Arménie, les liens de l'esprit, des liens de la foi et des liens de l'histoire et de la mémoire, on peut déplorer le drame arménien. Mais on peut aussi le déplorer pour des raisons beaucoup plus cyniques, beaucoup plus intéressées, en disant « et si le sort que subit l'Arménie aujourd'hui n'était pas la préfiguration de ce que pourrait subir l'Europe. » Parce que si l'Arménie est une sorte d'éclat projeté en Orient de ce que nous sommes, eh bien, les forfaitures qu'elle subit pourraient tout à fait se répercuter un jour sur le flanc ouest de la Turquie. Parce que Erdogan, dans son grand fantasme expansionniste qui ferait courir la langue turque du Bosphore jusqu'aux steppes d'Oulan-Bator, connaît aussi une volonté d'expansion vers l'ouest, vers l'Occident. Il y a une manière de la Turquie de parler haut aux dirigeants européens. Il y a eu cette scène incroyable, je crois que c'était à Prague, où, d'une certaine manière, M. Erdogan défie le président Macron en lui disant « oui, nos épouses s'entendent, pas nous ». Ce qui n'est pas très diplomatique comme langage, cette manière de dire « moi, je dis ce que je veux à qui je veux ».
Oui, c'est une sorte de certitude de sa force qui probablement a été excitée par l'impossibilité de la Turquie de comprendre qu'elle avait un destin qui la ferait converger vers l'Union européenne. Et à ce moment-là, on assiste en 2004 ou en 2005 à ce qu'on a appelé le choix islamo-conservateur, avec le choix de la mise en valeur du destin islamiste en Turquie, et puis après, les méthodes expansionnistes sur le flanc oriental et sur le flanc occidental du pays. Est-ce que la vieille Europe est menacée? On reçoit sur ces plateaux des généraux, on reçoit des diplomates. Vous avez le regard de l'écrivain et de l'homme de culture. Cette vieille Europe que vous incarnez à bien des égards, votre culture, elle est celle davantage souvent d'hommes qui vivaient il y a 100 ans que d'hommes qui vivent aujourd'hui, disons, pour dire les choses. Est-ce que cette Europe-là, elle est géopolitiquement menacée par ces géants que sont Poutine, Erdogan, et aussi les grandes démocraties, comme les États-Unis, l'Inde, le Brésil? Territorialement, je ne sais pas si on peut apporter une réponse précise à cette menace. Politiquement non plus. Civilisationnellement, oui. C'est-à-dire que ce que l'Europe a proposé comme modèle de vie, et qui est un héritage du christianisme laïcisé, qui fait que nous sommes libres, que nous sommes en démocratie. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, les démocraties laïques sont d'une certaine manière des héritages du christianisme. La notion de la personne humaine qui est très spécifiquement européenne. Et on le voit, les scènes dans l'armée russe, la personne humaine n'a pas la même valeur. Hein. Bien sûr, l'individu, la liberté, le choix du destin propre, enfin toutes ces choses que nous savons. Aujourd'hui, tout ça est ébranlé. C'est-à-dire comme si la citadelle judéo-chrétienne qui avait apporté une vision du monde au monde entier, d'une certaine manière, puisque on peut dire que ça s'appelle la démocratie, tout cela est tout à fait ébranlé. Et ce qui se passe aujourd'hui en Arménie, et c'est pour ça que je reviens à cette idée qui pour moi est cruciale, que des liens nous attachent qui sont beaucoup plus que les liens de l'affection ou de l'amitié pour un pays qui souffre et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a quelque chose de nous, là-bas, dans ces montagnes autour de Yerevan, qui est la capitale de l'Arménie, et les 50 km² qui ont été ravis à l'Arménie par les Azéris il y a même pas 3 semaines, le 13 septembre, dans une indifférence absolument générale, avec quelques centaines de morts, 15 prisonniers arméniens qui ont été torturés. Aujourd'hui, toutes les organisations de droits de l'homme l'ont prouvé. Tout cela nous ramène à ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agression du modèle européen et judéo-chrétien. Moi, je crois que c'est très important qu'à un moment, on revienne à cette idée que oui, bien sûr, il y a des phénomènes géopolitiques qui sont compliqués, mais il y a aussi un choc de civilisation. Est-ce que cela vous peine? Vous avez écrit un livre merveilleux sur Homère. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont redécouvert Homère grâce à vous, grâce à votre petit Homère. On entend aujourd'hui, ils le disent nommément, les Chinois qui disent Homère c'est très bien, mais nous aussi, on a notre culture qui est tout aussi importante, qui est tout aussi ancienne. On a l'impression que tout s'est relativisé de ce point de vue-là aussi. Non, mais ça finalement, c'était ce que Lévi-Strauss découvrait dans Triste Tropique dans les années 1980 et avait annoncé que l'ethnocentrisme était fini et qu'il fallait considérer qu'il y avait d'autres propositions, d'autres mythologies, d'autres considérations du monde. Mais ça, c'est formidable. Une chose est de se féliciter de l'émergence de foyers distincts partout autour du monde, parce que ça s'appelle le chatoiement, ça s'appelle le pétillement des intelligences humaines qui parfois n'ont rien eu à voir les unes avec les autres et qui pourtant ont inventé des récits superbes. Mais Sylvain Tesson, pardon, est-ce que c'est formidable, surtout quand on est quand même bien placé, quand on voit que sa culture à soi est plutôt diminuante et que les autres cultures sont montantes, c'est un peu moins formidable. Mais voilà, c'est ressenti un peu plus durement. Hein. Bien sûr, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'une chose est formidable de se féliciter du chatoiement des cultures et des mythologies, et puis une autre chose est effrayante de voir cette espèce de volonté expansionniste qui, je le rappelle, pour le phénomène pour ce qui se passe, pour les événements qui se passent en ce moment dans le Haut-Karabakh et dans l'Arménie, est assorti d'une considération épouvantable qui est le recours au souvenir du génocide arménien de 1915, qui serait une opération à terminer. Là, je ne fais que plagier les termes de Aliyev. Et finalement, l'agression que les Azéris sont en train de commettre aujourd'hui en Arménie, toute proportion gardée, bien entendu, et toute dimension ramenée à leur valeur, est du même principe que l'agression de Poutine en Ukraine. Puisque vous avez commencé la conversation par le conflit ukrainien, c'est la même chose. C'est une agression territoriale. Elle est peut-être pire
en Arménie. Parce que Poutine n'est qu'un prédateur qui cherche les ressources et qui cherche à augmenter la surface de son pays, à reconquérir des territoires. Mais Aliyev, l'Azéri, est un effaceur. Il ne veut pas seulement le tout petit territoire du Karabakh, qui n'est pas tellement stratégique et qui n'a aucune ressource. Il n'y a ni gaz ni pétrole au Karabakh. Il veut l'effacement d'une population. On peut tout à fait le mettre à la première marche du podium. Le poids des morts, le génocide arménien, c'est combien de morts? Je ne sais pas, des millions. Ouais, plus d'1 million, en tout cas on dit 1,5 million, je crois. Les chiffres de toute façon ne seront jamais connus. Les 6 millions de morts à Auschwitz et les camps, les 27 millions de la Seconde Guerre mondiale soviétique. Est-ce que tout ça revient? Est-ce qu'on croyait que cette histoire-là était passée et elle ne l'est pas? Oui, Fukuyama, le philosophe américain, avait écrit La fin de l'histoire à la chute de l'Union soviétique, en pensant que ça y est, le monde allait se stabiliser et vivre dans une espèce de prospérité. Ça s'appelait d'ailleurs la mondialisation. C'était un espoir, c'était une proposition, c'était un souhait. Et on pensait que par une sorte de ruissellement de la richesse mondiale, finalement, les nations, l'économique, supplanterait le politique, et puis on a déchanté très vite, et après il y a eu tous les conflits qu'on a su, le premier d'ailleurs européen en Yougoslavie, puis le 11 septembre, et on s'est aperçu qu'en fait, jamais la guerre, vous parliez d'Homère, le plus vieux métier du monde, cette espèce de passion que l'homme possède de tuer son prochain, de s'accroître et de faire disparaître celui qui le gêne, tout ça est revenu. Aujourd'hui, nous avons avec le conflit arménien, turco-azéri, l'agression turco-azéri en Arménie, quelque chose qui nous ramène doublement à cette permanence de la guerre. D'abord, il y a cette volonté d'effacer l'Arménie, et deuxièmement, il y a la difficulté des Européens à comprendre qu'il se joue là quelque chose d'historique. Pour le président Macron, il ne s'agit pas, qui a essayé de réunir Erdogan et Aliyev il y a une semaine autour d'une table à Prague pour faire une interposition, il n'y a pas uniquement une question de sortie de crise. Il faut maintenant qu'il se demande si ce n'est pas le moment d'entrer dans l'histoire, plutôt que de sortir de la crise. Ce sont, pardon, ces images, on va les voir à Prague, elles ont beaucoup frappé. Il y a notamment la photo, je crois que c'est Soisy-la-Moissonnière, où on voit le président Macron, Charles Michel, le président du Conseil européen, et l'Arménien et l'Azéri. Que peut faire la France, précisément? Plusieurs choses. D'abord, elle peut décider de ne plus négocier avec Aliyev, avec le président de l'Azerbaïdjan. Or, elle est en conversation avec lui, parce que d'abord, il pèse lourd, il pèse beaucoup de points de croissance, Aliyev. Et puis, il a du gaz, et puis il nous en fournit, et du pétrole. Il y a des liens entre l'Azerbaïdjan et l'Europe occidentale, ce sont des gazoducs. Mais il y a des liens entre l'Arménie et l'Europe occidentale, c'est l'histoire et la spiritualité. Ce sont des liens intangibles, mais quand même un peu plus forts que les tuyaux. À ce compte-là, pardon Sylvain Tesson, la morale est loin entre un prince qui découpe en morceaux un journaliste, entre, dans d'autres cas, la Russie, évidemment, qui a beaucoup de pétrole. On cherche du pétrole là où on en est. On a vu Joe Biden qui allait supplier les Saoudiens, malgré ce que le régime saoudien représente. Non, mais je sais bien qu'il y a une raison d'État, une crise qui se profile, l'hiver qui arrive, la nécessité d'alimenter le chauffage central. Mais à un moment, c'est le rôle d'un président. C'est ça le destin d'un président. À un moment, il faut faire le choix entre la morale et entre le chauffage central et le sauvage total. Je crois que moi, je préfère avoir un peu froid avec les Arméniens que être chauffé par les Azéris. Il y a des décisions qu'on prend à un moment dans l'histoire. Vous vous souvenez du mot de Churchill, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez eu le déshonneur et vous aurez la guerre. Ben nous aussi, il faut avoir le choix entre le gaz et l'immoralité. Moi, je ne veux ni l'une ni l'autre. Est-ce que la guerre seule décidera du sort? On voit ce soir à quel point, là, avec les événements du pont de Crimée, il y a vraiment deux camps très clairement qui se forment en Europe occidentale. Ceux qui aimeraient la paix le plus vite possible, même avec des compromis, et ceux qui disent non, il faut aller au bout de la guerre, seule la guerre tranchera. Écoutez, moi je reviens là d'Arménie, j'étais à la frontière du Haut-Karabakh il y a quelques heures. J'ai rencontré le Premier ministre Pachinian qui était aux négociations avec son homologue, le président Aliyev, sous l'égide de la France. Et pour répondre précisément à votre question, oui, j'ai vu des villages bombardés où des Arméniens reconstruisent les bâtiments, veulent rester, choisissent plutôt que de migrer, de lutter.
ils avaient, je les ai vus avec un respect et une fascination immense. J'ai vraiment rencontré des villageois qui choisissent le combat armé plutôt que l'exil. Et il manque d'armement, bien entendu. Il manque d'armement. Vient un moment où, bien sûr que la négociation qui amène à la paix est la chose que tout le monde souhaite, mais vient un moment dans l'urgence d'une agression où il faut d'abord lui répondre. Et on ne répond pas à un agresseur comme Aliyev qui veut effacer le peuple arménien par des espérances, des discours, des garanties de sécurité. Cela vaut aussi pour Poutine ? Bien sûr que cela vaut pour Poutine. Bien sûr, pour l'instant, la dialectique de l'agresseur et de l'agressé empêche aujourd'hui les spécialistes, les amoureux de la Russie, les amoureux de Tolstoï, de Dostoïevski et des samovars et des matrioshkas de chercher des raisons, des nuances, des motifs qui feraient que il a peut-être quand même raison parce que l'OTAN, oui, mais regardez quand même les missiles, etc. Il faut un temps pour tout. Et quand il y a une agression, il est temps de la bloquer. Ensuite, on discute. Ensuite, on essaie d'aller vers la paix. Là, dans le conflit arménien, nous sommes dans l'agression. Sylvain Tesson, qui est de taille? On le voit bien depuis le début de ce conflit. En réalité, ce sont les Américains qui donnent le là. En réalité, qui vraiment en termes militaires, économiques, en termes d'influence, que ce soit face à l'Iran ou à la Russie ou dans la région du monde dont vous revenez, les Américains ont une parole qui pèse, que ça plaise ou non, beaucoup plus lourd que les Européens, que les Français, que tous les autres. Est-ce qu'il faut en prendre acte ? Les Américains servent leurs intérêts. Ils ont raison. Tout le monde. Ils ont raison. Tout le monde, plus ou moins, parce qu'il y a un complexe européen. C'est notre noblesse, d'ailleurs, de servir nos seuls intérêts. Les Américains servent leurs intérêts, ils le font magnifiquement. Ils ont raison. Ils mènent leur propre guerre. Ils ne s'affaiblissent pas de la guerre en Ukraine. La question que vous posez, c'est une question vertigineuse parce que c'est la question de l'imprévisibilité de l'histoire. Tout d'un coup, un homme peut jaillir. Et là, en ce moment, en tout cas dans le conflit arménien, il y a aujourd'hui la possibilité pour la France, qui a des liens particuliers avec l'Arménie, parce que ce sont des liens que je détaillais tout à l'heure, qui sont des liens de l'esprit, du cœur, de l'art et de l'histoire. Il y a la possibilité pour la France, par les sanctions, par la possibilité d'apporter une aide militaire en Arménie. En tout cas, c'est ce que les Arméniens demandent. C'est un appel. Sylvain Tesson, il y a toujours eu des empires. Alors, il y a les empires dictatoriaux. Il y a l'empire américain qui certainement nous impose en grande partie sa langue, sa culture, les écoutes de la NSA et toutes sortes de pratiques du genre. Mais à tout prendre, est-ce qu'il ne vaut pas mieux vivre sous cet empire-là que sous l'empire des Chinois, des Russes ou des régimes autoritaires? Est-ce qu'on peut sortir de ce dilemme-là? Oui, non, mais si on choisit, si l'issue n'est que le choléra, alors oui, bien sûr, on peut préférer la culture américaine. D'ailleurs, c'est bien évidemment. Enfin, puis ce sont des alliés, ce sont nos alliés. Nous appartenons au même traité atlantique de défense. Donc, bien entendu que tout ça n'est pas comparable. Mais l'Europe a la possibilité de faire entendre une autre voix. Une voix qui intègre à ses intérêts économiques un discours qui repose sur les droits de l'homme, sur la démocratie, mais aussi sur d'autres valeurs intangibles, sur l'histoire, sur un espace politico-spirituel qui s'appelle la chrétienté. Et même quand on est un athée profond, un laïc, ce que je suis, moi je me félicite de vivre dans un pays laïque, il faut quand même reconnaître que cette disposition, cette construction du monde selon les valeurs chrétiennes a formé quelque chose qui s'appelle la liberté. Et tout ça est un trésor absolu. Et encore une fois, c'est dommage qu'on ne comprenne pas que l'Arménie représente l'îlot qui recèle en lui ses vertus, mais projeté dans un espace extérieur très loin de la sphère occidentale, au seuil des steppes. Sylvain Tesson, merci beaucoup pour votre témoignage de retour d'Arménie. Je recommande vos livres, notamment L'énergie vagabonde qui est ressorti chez Robert Laffont, où on trouve notamment des textes sur la Russie qui éclairent